Now we will move to the second sequence of presentation of scientists. I just also mentioned that you can see there is a poster. Each time there is a presenter. And also the poster is printed at the place where we do have our break. And if you want to have any question to discuss with anyone presenting a poster, you can look at the poster upstairs and then obviously discuss with the author of this poster. So we move to the second sequence and I give the floor to Frédéric. Accueillons maintenant le deuxième groupe de ce challenge en 180 secondes. P2F, which means plot farm food. Merci de les encourager. Voici les 3 participantes de ce deuxième groupe. Aissatou Sambou do Senegal. Anitriniae Namon Mihazafimatratra, de Madagascar. Et Camila Lago Braga em provenance do Brasil. P2F, Plot Farm Foods, l'essence de notre mission. Bonjour. Mon nom c'est Aissatou Sambou, de l'Institut sénégalais de recherche agricole, du Centre d'études régionales pour l'amélioration de l'adaptation à la sécheresse, membre de JP Yavoo, Innovation, amélioration variétale en Afrique de l'Ouest. Chercheur, sélectionneur, arachide. Ce matin, je partage avec vous quelques de nos travaux que nous menons dans notre programme de sélection pour la mobilisation de la diversité génétique pour améliorer cette espèce. Mais d'abord, permettez-moi de vous parler un tout petit peu de l'arachide. Au Sénégal, c'est la première culture en termes de production, la première en termes de superficie emblavée, qui emploie presque 75% de la population active. Une espèce génétiquement très intéressante, sur le plan de la reproduction très facile, une espèce facile et difficile pour l'amélioration. Et l'une de ces difficultés, c'est par rapport à la base génétique de l'espèce qui est très faible. Je vous épargne des causes de cette faiblesse, de cette diversité. Mais nous, en tant que sélectionneurs, on a besoin de cette variabilité. C'est ce qui nous permet de travailler. Et quand ça n'existe pas, on doit en créer. Il y a différentes stratégies qui sont mises en œuvre dans les programmes de sélection. Mais dans notre programme, on privilégie particulièrement 2. Il y a la stratégie qui porte sur l'exploitation de la diversité, même si elle est faible, de l'espèce cultivée. Et cela, nous l'avons fait à travers la mise en place d'une collection où on a vu la contribution de presque 10 pays d'Afrique, 9 pays d'Afrique, 10 programmes de sélection. Ça nous a permis de mettre en place une collection de 300 génotypes qui est actuellement fortement explorée, exploitée. Mais parallèlement à cette stratégie, nous avons aussi l'utilisation des espèces sauvages. Et c'est l'occasion pour moi aussi de remercier et de rendre hommage à un pionnier de cette stratégie dans notre programme de sélection, un collègue du CIRAD, Dr Daniel Fonseca, qui a beaucoup fait pour cette stratégie dans notre programme de sélection. L'intégration de ces allèles du sauvage dans l'espèce cultivée nous a permis de développer des variétés, nous a permis de développer des types de populations qui servent aussi bien pour l'amélioration génétique, la sélection, et qui servent aussi pour des études génétiques. Ces 2 stratégies nous ont permis de développer des variétés. Des variétés sont en cours d'homologation. Des types de populations particulières ont été développés qui servent aussi bien pour l'amélioration génétique que pour les études génétiques. Un panel régional de lignées a été mis en place, qui est utilisé actuellement sur le plan régional dans nos tests régionaux. Juste pour vous dire que nous avons eu beaucoup de satisfaction avec ces 2 stratégies. La France n'est pas encore sur l'arachide, mais peut-être, on ne sait jamais, avec les changements climatiques, avec la demande. Mais ce jour, quand ça arrivera, rappelez-vous, des ressources, pas financières, génétiques,
on en a. Qui ont servi, on en a. Qui servent, on en a. Qui serviront, on en aura. Merci. Plot Farm Food, cela représentait également l'innovation au cœur de l'agriculture. Bonjour à tous, mon nom est Mami, Lazaf Machacha Antiniana Mami. Je suis chercheur agroéconomiste au FOFIFA, un centre national de recherche à Madagascar. Je représente aujourd'hui le DP-SPAD, Système de production d'altitude et durabilité. Madagascar compte plus de 5 millions d'exploitations agricoles, dont la grande majorité sont de type familial et aussi en milieu rural, de petite taille, faiblement dotées en ressources. Et également dans la pauvreté, l'insécurité alimentaire et nutritionnelle. Nombreux sont les chercheurs, comme nous, les acteurs du développement, qui font la promotion de différentes techniques dans l'agroécologie pour améliorer la condition de vie de ces exploitations agricoles. Beaucoup de temps, comme expliquait Aïssatou, beaucoup d'argent ont été investis. Toutefois, on se heurte à un problème d'adoption. Peu d'exploitations agricoles adoptent et s'il y en a, ils s'arrêtent au bout de quelques années. Et c'est là que je focalise mes recherches. J'explore les barrières d'adoption des techniques au sein des exploitations agricoles. Ça a l'air d'une thématique ou d'un sujet de recherche qui date d'il y a longtemps, mais je vous rassure, ça a encore du sens dans le pays et actuellement. Alors, pour élucider tout cela, on forme d'abord une équipe, parce que je ne pourrais pas le faire toute seule. Et après, on fait des enquêtes, on va sur le terrain, on fait des enquêtes auprès des exploitations. Et les résultats ont montré, et je vais vous donner quelques extraits des résultats que nous on a. Ça a montré qu'une des grandes raisons pourquoi ces exploitations n'adoptent pas ou abandonnent, c'est parce qu'il manque de ressources. Les techniques qu'on propose, ça peut être par exemple des techniques qui requièrent du matériel végétal ou des matériels agricoles qui sont difficilement accessibles, qui sont chers ou qui ne sont pas disponibles sur place. D'autres raisons aussi, c'est qu'ils sont peu convaincus qu'ils ont intérêt à faire ces techniques, les bénéfices que ça pourrait leur apporter. Ils préfèrent alors les techniques, les pratiques traditionnelles qui marchent bien et aussi qui ont quelquefois les mêmes fonctions. D'autres raisons aussi, c'est que c'est en lien avec la zone d'intervention des projets. Il y a une faible couverture géographique des projets parce qu'il y a 5 millions, alors les projets ne peuvent pas couvrir tout l'ensemble de ces exploitations-là. Alors il y en a qui disent ils n'étaient pas dans les zones d'intervention des projets. Alors ils abandonnent aussi parce que le projet est tout simplement fini. Voilà quelques extraits de résultats. Et bref, améliorer les conditions de vie de 5 millions d'exploitations agricoles n'est pas une tâche facile. Alors, il faut des techniques performantes, mais aussi des techniques adaptées à la diversité de la situation à Madagascar. On recommande alors de prendre le temps nécessaire, de comprendre ce qu'ils font, et aussi qu'on adapte, nous chercheurs, nos interventions, et aussi les opérateurs de développement, on adapte nos interventions aux besoins et à la situation locale. Cibler les exploitations et cibler les techniques qui sont appropriées à ces exploitations-là. Et rien aussi ne nous empêche d'améliorer la performance des techniques déjà existantes. Merci. Plot Farm Food, cela représente aussi l'alimentation saine et durable. Bonjour à tous et toutes, moi je m'appelle Camila Lago Braga, je viens du Brésil. Je suis enseignante et chercheuse à l'Université fédérale de Sergipe au Brésil. Et là, je représente les DP politiques publiques en Amérique latine. Je viens ici pour partager avec vous un peu sur ma recherche des thèses faites entre 2019 et 2023 sur les thèmes de
achat public alimentaire et la construction des systèmes alimentaires durables. Mon terrain de recherche a été fait dans une ville qui s'appelle São Luís. C'est la capitale de l'État de Maranhão, au nord-est du Brésil. C'est une ville avec à peu près 1 million d'habitants, donc c'est assez grande. Et la présence de secteur public aussi, elle est très forte, mais en même temps, on a un taux assez élevé d'insécurité alimentaire et nutritionnelle. Cela dit, au Brésil, si on regarde les recherches, on a beaucoup d'articles, de livres qui parlent sur les achats publics alimentaires. Mais surtout quand on parle d'alimentation scolaire, c'est vaste. Par contre, on a trouvé une lacune dans ces recherches qui c'est par rapport à comment évaluer. Comment évaluer les achats publics alimentaires et son rapport avec le système alimentaire durable. Et c'est sur cette lacune que ma recherche, elle se place, parce que je propose de créer une méthode pour évaluer à quel point les achats publics alimentaires dans la ville de São Luís, elles se rapprochent ou s'éloignent des systèmes alimentaires durables. Bon, la méthode, elle se place dans 12 catégories et 48 indicateurs, donc c'est un système de points. Et il y a aussi 5 dimensions qu'on considère pour définir les systèmes alimentaires durables. Les dimensions sont la sécurité alimentaire et nutritionnelle, économique, environnementale, socioculturelle et la démocratie alimentaire, parce qu'il faut voir l'accès, mais aussi la participation de la citoyenneté. On travaille aussi avec les secteurs de la ville de São Luís, les secteurs de santé, éducation, assistance sociale et la sécurité. Par rapport aux résultats de la recherche, on a beaucoup de travail à faire. En général, les résultats n'étaient pas bons. On est encore très loin des systèmes alimentaires durables. Par contre, on a eu des résultats assez importants. Il y a des secteurs qui sont très mauvais, mais il y a des secteurs qui ont des situations assez intéressantes. Par exemple, les secteurs d'éducation, les secteurs d'assistance sociale. Mais qu'est-ce qu'il y a, quel est le rapport entre les deux et les autres? Ces deux secteurs, ils font des achats publics de circuits locaux, de l'agriculture familiale. Donc, ça joue un rôle assez important quand on fait des achats publics issus des produits de l'agriculture familiale. Aussi, on a trouvé des limites, des choses qui ont beaucoup limité les résultats. Les budgets, je pense que ça, on savait déjà. Mais aussi les décisions discrétionnaires de fonctionnaires publics dans ces institutions et la structure organisationnelle. Pour finir, je vais dire que cette méthodologie, ce n'est pas seulement pour évaluer, mais dans chaque catégorie, dans chaque indicateur, on donne des indices pour les changements des structures dans ces organisations qui opérationnalisent les achats publics alimentaires. Alors, c'est un outil pour les gouvernements et pour ces organisations travailler pour changer les achats publics alimentaires vers vraiment la durabilité. Merci beaucoup pour votre attention.